Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier le comité organisateur du Chaos de m'avoir invité à vous parler des big data en orthopédie. Je vais donc vous faire une présentation suivant le plan suivant, un bref rappel historique, puis la définition du big data, et puis ensuite ce qui nous intéresse, l'existant en France, les applications, les limites de ce domaine, et puis les perspectives à venir pour les années qui arrivent. Alors pourquoi on en vient à parler du big data? Vous le savez tous, parce qu'il y a une production exponentielle des données numériques depuis l'apparition des ordinateurs, mais qui s'est nettement accélérée depuis environ 20 ans. Pour avoir un ordre d'idée et un ordre de grandeur, on est 7 milliards 800 millions d'humains. Et ça, en 2012, c'est la quantité de données disponibles et créées, c'est-à-dire 1,2 zettabytes. Une autre façon de voir les choses, ça c'est le panel économique, le tissu économique qui travaille aujourd'hui sur les big data. Vous voyez qu'il y a énormément d'acteurs dans énormément de dimensions et de fonctions spécifiques. Donc c'est vraiment un monde extrêmement dynamique. Alors qu'est-ce que c'est le big data? Comme je vous ai montré, c'est énormément de données, mais pas que. C'est énormément de données qui viennent de sources très différentes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément d'objets au quotidien et de façons de générer des données numériques, que ce soit vidéo, audio, des données de localisation, etc., etc. Et ces données sont générées avec une vitesse très forte. Ça, c'est une dimension majeure du big data, c'est-à-dire qu'il faut être capable de gérer le flux de données. Un exemple dans cette diapositive, une voiture, c'est 100 capteurs qui en permanence alimentent la voiture et le constructeur de données nouvelles. La donnée qui est moins connue, mais qui est tout aussi importante, c'est la véracité des données, la croyance qu'on peut donner dans les informations contenues dans ces données, qui est très importante afin de trier le bon du mauvais qui est contenu dans ces données. Alors en santé, est-ce que ça nous concerne? Bien sûr. Vous voyez qu'il y a un accroissement exponentiel de la production de données comme dans tous les domaines en santé, et puis des données qui viennent de partout, bien sûr, des logiciels patients, des logiciels d'imagerie, de la biologie, des capteurs, des autoquestionnaires, etc., etc. Alors en France, à l'heure actuelle, le principal registre, la principale ressource de données massives dont on dispose, c'est le Système national des données de santé. C'est un entrepôt national qui est alimenté par les données issues de l'assurance maladie. Il est alimenté également par les établissements hospitaliers, par le centre épidémiologique des décès, et sera au fur et à mesure complété par d'autres acteurs comme les maisons de retraite, les SSR, éventuellement les mutuelles. Ça s'inscrit dans un environnement numérique qui est plus large, qui a été relativement bien défini par la mandature actuelle, et qui comprend à la fois un socle technique qui permet de proposer des mesures d'interopérabilité entre des différents systèmes de gestion de données, mais également un certain nombre de recommandations pour les nouveaux acteurs afin de s'inscrire dans un environnement uniforme. Et puis ça contient surtout cette maison-là qui est ce qui va vous intéresser, c'est-à-dire la mise à disposition d'outils qui vont servir à la fois pour les patients, pour les professionnels, afin de gérer leurs soins au quotidien, mais également pour les chercheurs. Et ça, c'est le Health Data Hub, une institution qui a été créée il y a 2 ans maintenant, et dont l'objectif est de regrouper les différentes bases de données françaises, et de les unifier, de les mettre à disposition afin de pouvoir accélérer et améliorer la recherche là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Essentiellement, et le plus facile, la détection de signaux. Alors, soit il y a des signaux faibles, c'est-à-dire des événements rares, ou alors difficiles à mettre en évidence. Une étude qui avait été réalisée dans l'équipe dans laquelle je travaillais à Paris, qui avait pu mettre en évidence, grâce au Système national de données de santé, un sur-risque d'apparition de cancer osseux chez les patients ayant été traités par hormones de croissance dans l'enfance. C'est une population de faible importance avec des événements extrêmement rares. Et en fait, en jumelant à l'ensemble de la population française, on a pu mettre en évidence une augmentation du risque. On peut également mettre en évidence des signaux inconnus, c'est-à-dire sans hypothèse a priori. On analyse l'ensemble des antidiabétiques et on regarde s'il y en a qui sont associés à l'apparition de cancer. C'était connu, mais on a pu le remontrer ici dans cette étude en mettant en évidence que la pioglitazone est associée à une augmentation du risque de cancer de vessie sans hypothèse a priori et sans qu'on ait spécifié
à l'analyse de rechercher un événement X ou Y. Et donc ça, c'est un système qui va pouvoir vous permettre de faire de la détection un peu tout venant, notamment quand vous avez l'idée peut-être qu'il y a un produit de santé qui va ou une méthode qui va être à risque. On peut également renforcer les connaissances, et ça, c'est des données qui sont issues du registre national anglais, que je vous invite à regarder parce qu'il est extrêmement bien fait, qui nous montre évidemment que les prothèses métal-on-métal sont à sur-risque d'ostéolyse, mais qui nous montre également que les prothèses hybrides céramiques sont plutôt protectrices par rapport aux autres prothèses. Et donc on a une précision augmentée par rapport à la connaissance habituelle. Enfin, on peut approcher la réalité. Vous voyez que cette diapo qui est due à Philippe Rigoire est très révélatrice de la façon dont on gère les connaissances actuellement. Et l'étude en population en vie réelle permet plutôt d'approcher probablement la réalité de ce que donne un traitement, alors que les données dont on dispose habituellement, et notamment lors du début d'une importation, sont plutôt celles des inventeurs ou des vendeurs du nouveau traitement, et sont en général beaucoup plus favorables que ce qu'on a en vie réelle. Et enfin, le benchmarking. Les Anglais sont très forts là-dessus. Je vous montre à nouveau leur registre national. Vous voyez que grâce à ce registre, on peut comparer différents hôpitaux, voir quelle est leur activité, hanches, genoux, chevilles, voir à l'intérieur d'un hôpital qui sont les chirurgiens qui y travaillent, et à nouveau, quelle est leur activité, mais surtout, est-ce que l'activité qu'ils réalisent correspond à ce qui se fait dans la moyenne nationale, soit à la fois en termes de volume, mais surtout en termes de qualité des soins. Donc là-dedans, on a mortalité, reprise et qualité de vie. Vous voyez le degré de précision qui est apporté et l'accessibilité à l'ensemble des patients. Alors les limites, il y en a plusieurs. La première, c'est l'intelligibilité. Vous voyez que ce qui se dit beaucoup dans le domaine du big data, c'est que plus on a un modèle simple, plus c'est efficace. En réalité, c'est pas forcément le cas. Vous voyez que ici, sur un modèle extrêmement binaire d'arbre décisionnel qui a été créé par le MIT sur le risque après toute intervention confondue, on a dans une première partie l'âge qui intervient, puis la ventilation mécanique et DNR. Dans la deuxième partie, l'âge oui, la ventilation oui, puis après, on passe à d'autres critères, mais surtout, on a un arbre qui devient complètement inintelligible et détaché parfaitement du sens clinique et qui est inutilisable. Le premier point. Le deuxième point, c'est la qualité des résultats. Vous savez que le flux dont je vous ai parlé, en fait, est générateur d'une péremption des algorithmes de recommandation très rapide. C'est de l'ordre de l'heure sur les outils qui sont utilisés sur Internet pour la recommandation de vidéos, par exemple. Et enfin, le point le plus crucial quand on parle de données de santé, c'est la sécurité et la protection des personnes. Vous savez que ce sont des données qui sont extrêmement surveillées, et je vous invite à regarder ce reportage qui a montré que dans le SNDS, justement en France, on est capable, à l'aide de 6 ou 7 critères, de retrouver chaque individu alors qu'il est censé être anonymisé. Alors les perspectives pour moi, bien sûr, c'est s'impliquer. Je vous ai parlé du Health Data Hub, qui est cette nouvelle structure qui va permettre à l'avenir de regrouper, faciliter l'accès, exploiter mieux les données générées en France. Et il y a bien sûr un modèle extrêmement performant qui doit être notre guide, qui est le registre anglais des prothèses, qui nous montre le chemin à parcourir et qu'il est possible de parcourir justement pour arriver à avoir à la fois une qualité des données et une exploitation optimale de celles-ci. Voilà, je vous remercie de votre attention.